Bonjour messieurs, dames, ravi de vous retrouver ici même sur notre page Facebook une nouvelle fois pour un nouvel épisode de ce Vendée Globe. Ça y est, 45e jour de navigation, ce tour du monde solitaire qui, je le rappelle, s'effectue sans escale et surtout sans ravitaillement. Et mine de rien, au compteur, eh bien, il ne reste plus que 100 000 miles à parcourir avant de revenir au point de départ, c'est-à-dire au niveau des Sables d'Olonne. Alors bien évidemment, je ne suis pas seul pour commenter cette course. À mes côtés, Yann Amis, directeur scientifique chez Sportriser. Bonjour Yann. Oui, bonjour Denis. Vous allez bien? Aussi, avant Noël, tout à fait, oui. Exactement. Alors, si on regarde le classement, très peu de changements au final, avec toujours en numéro 1 Yannick Bestaven, en 2 Charlie Dalin et en 3 Thomas Ruan. Et comme on l'a évoqué depuis la fin de semaine dernière, le groupe de 5 eh bien, rattrape petit à petit ce groupe de 3. Alors, quelle est la situation du jour? Alors, la situation du jour, Denis, elle est très contrastée, en fait, quand on regarde, on va dire, la course, notamment sur la course réelle. En ce moment, la tête de course, ils sont confrontés avec notamment le petit anticyclone là, que l'on voit sur la situation isobarique prévue pour aujourd'hui à 12h UTC. Ils sont en fait au contact de la cellule anticyclonique. Donc, c'est vrai que pour Yannick Bestaven, et Thomas Ruyant ou Charlie Dalin sur Aprilia, ils n'ont pas trop le choix parce que l'anticyclone, en fait, qui est quasiment à leur nord, les bloque le long de la limite des glaces. Donc, ils n'ont qu'une solution en ce moment, c'est de progresser plein est dans ces vents faibles. Et juste à l'arrière, on a ce paquet des groupes, ce qu'on appelait le groupe des 5, en l'occurrence, Ouais. avec Jean Le Cam, Boris Herman. Ces coureurs-là, en fait, ils ont l'opportunité de monter en fait, sur la partie nord de cette cellule anticyclonique pour jouer finalement un recalage à 36-48 heures qui pourrait leur être plus favorable. Pourquoi? Parce que l'anticyclone en fait, est en train de glisser à l'est en même temps que le trio de tête. Et finalement, ce centre de l'anticyclone va venir se caler sur la limite des glaces avec son centre d'ici 36-48 heures. Donc là, il y a une opportunité pour ce groupe des 5, c'est de monter un petit peu plus au nord et de venir recoller en fait ou diminuer l'écart avec le groupe de tête. Donc ça va être très intéressant à suivre sur cette, on va dire sur ce micro-focus, on va dire à l'échelle du Pacifique, parce que 350 nautiques c'est ridicule. Mais et à l'arrière, on voit que globalement les autres coureurs, on va dire jusqu'à la position de Louis Burton, ils ne sont pas du tout piégés par ces vents faibles. Eux, ils progressent dans un vent qui est bien établi parce qu'ils profitent en fait de la dépression là, qui est sur le sud de la Nouvelle-Zélande. Et eux, en fait, ils vont bénéficier d'un vent relativement soutenu, ce qui va leur permettre aussi de compenser l'écart avec la tête de course. Et un petit peu plus à l'arrière, parce qu'on a vraiment des situations météorologiques très différentes sur l'ensemble de cette édition du Vendée Globe. Quand on regarde Clarisse Kremer sur Banque Populaire ou Romain Attanasio, eux, ils sont dans les zones de vent faibles, notamment qui sont dans le prolongement de la Nouvelle-Zélande. Et un petit peu plus à l'arrière, on retrouve en fait l'Occitane en Provence et les autres bateaux qui, eux, dès qu'ils ont pu notamment franchir le point haut de la limite des glaces, vont redescendre notamment plein sud pour aller chercher un vent un peu plus établi et qui leur permet également de progresser. Donc, c'est vraiment des conditions très disparates qui balayent en fait l'ensemble de la flotte. Et justement, avec la situation que vous venez d'évoquer, est-ce que Yannick Bestaven peut perdre sa place de numéro 1 au profit d'un des skippers de ce fameux groupe des 5? Alors, ce n'est pas quelque chose qui va se jouer sur les 24 ou 36 heures, parce que là, la situation météorologique est en train d'évoluer. Par contre, la situation est vraiment critique pour Yannick, parce que derrière, ils ne vont pas s'en laisser compter et vont chercher absolument à le taquiner jusqu'au passage du Cap Horn. Et quand on regarde les routages, effectivement, il y a des opportunités qui se dessinent, mais bon, il ne va pas non plus lâcher le morceau ou l'affaire. Donc, on peut lui faire confiance pour essayer de conserver cet écart avec les poursuivants, mais comme on l'a évoqué tout à l'heure, ces 350 nautiques, c'est franchement ridicule à l'échelle du Vendée Globe. Et alors, quelle situation pour Noël pour la flotte? Alors sur Noël, écoute, globalement, ce qu'il faut surveiller, en fait, c'est que cet anticyclone va conditionner, va à la fois calmer, je dirais, les états de mer qu'on peut observer, notamment dans le Grand Sud. Ça, c'est une bonne chose pour les skippers. Par contre, au niveau des cockpits, les ménages vont être sous pression parce qu'il faut trouver la bonne route, notamment sur ces vents faibles. Et c'est d'autant plus, je dirais, critique que les vents faibles, c'est là où on observe les plus gros différentiels de vitesse entre les bateaux. Donc c'est là où ça va tactiquer sérieusement, je pense, pendant la journée de Noël et ça va
ça va chauffer dans les cerveaux, oui. Une situation à surveiller de très près. Alors, on en parle depuis maintenant plusieurs jours. Dans Virtual Regatta, c'est beaucoup plus simple puisqu'on n'a pas ces états de mer. Et on voit d'ailleurs, parce que la course, on a déjà des skippers qui ont dépassé le point Nemo. Ça donne quoi justement cette course? Alors sur la course virtuelle, alors là, c'est encore, c'est franchement très disparate parce qu'on a le groupe de tête, le groupe leader qui est en train d'enquiller depuis quasiment une semaine. On est sous l'influence de vent soutenu avec une belle dépression là, qui gagnait notamment, qui circulait sur l'océan austral, qui accompagne l'ensemble de la flotte sur le passage de Cap Horn, que ça devrait intervenir dans cette nuit en fait. C'est une situation qui n'est pas évidente parce qu'on a un petit creusement secondaire qui est en train de s'effectuer dans le Talweg assez large qui circule au niveau du Cap Horn. Et ce Talweg, en l'occurrence, comme on a un petit creusement, une recirculation qui est très, très petite, bah finalement, ça recrée du challenge au sein de ce groupe leader parce qu'il y a des concurrents qui ont été chercher le point de Nemo ou relever le challenge du point de Nemo et des coureurs qui n'ont pas du tout cherché à décrocher leur route. Donc là, en l'occurrence, on voit très bien sur les routages qu'on a un différentiel qui est en train de se mettre en place sur ce groupe leader. Mais ce groupe leader a fait un gros trou, on va dire, avec la flotte des poursuivants. Et cette flotte des poursuivants, en fait, on la retrouve à peu près au niveau de la course réelle. Donc c'est très intéressant au niveau tactique parce que l'ensemble des coureurs du jeu, finalement, en ce moment, sont en train d'observer un petit peu ce qui se passe sur la course réelle pour emprunter, ce que je les invite à faire d'ailleurs, hein, c'est emprunter un peu les stratégies que l'on voit se dessiner dans les trajectoires de la course réelle sur les différents groupes avec le jeu, ce qui permet d'optimiser un petit peu la trajectoire sur 24, 36, 48 heures. Et ça permet de gagner pas mal de place au classement. Et justement, à combien on estime le passage, la différence entre la course réelle et la course virtuelle au passage du Cap Horn? Bah, écoute, on passe, nous, sur la partie virtuelle, on passe ce soir le Horn. Je pense que je n'ai pas lancé de routage hein, sur la course réelle, mais on est à peu près qu'est-ce que je pourrais te dire comme ça, à vue d'œil on a une bonne semaine de décalage quand même. Ah Une oui. bonne semaine. Ouais. C'est vrai que ce changement de situation, en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le groupe leader là, sur la partie virtuelle a bénéficié finalement d'une dépression opportune qui les a quasiment pris à peu près c'est à peu près au niveau de la Nouvelle-Zélande. Et depuis, en fait, on a comment optimiser ce flux zonal d'ouest, nord-ouest, et qui permet quasiment d'aller rejoindre sur un seul bord finalement le Cap Horn. Et ça explique aussi que cette lecture qui a été très simple pour la course virtuelle permet ce genre de choses, alors que pour la course réelle, on voit bien que l'anticyclone qui vient barrer la route va redistribuer complètement la dynamique de course. C'est ça qui est étonnant, mais la lecture que l'on peut avoir sur le jeu virtuel appartient également au monde réel. Et là, en l'occurrence, l'anticyclone qui vient redistribuer la course sur la course réelle, cet anticyclone, finalement, il n'a pas impacté le groupe leader du jeu Virtual Regatta, en fait. Merci beaucoup Yann Amis de nous avoir apporté vos lumières. D'ailleurs, je le rappelle, hein, on vous retrouve tous les jours sur Ouest France pour 2 articles. Un article concernant la course réelle et un autre concernant la course virtuelle où vous nous donnez quelques conseils. Yann, je vous souhaite un joyeux Noël. Mais écoutez, parfait. Pareil pour vous tous. Un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année en famille pour ceux qui le peuvent. Exactement, passez un joyeux Noël avec toute l'équipe d'Agathe Météo. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin concernant ce fameux Vendée Globe édition 2020-2021.